Parfait. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. On va commencer immédiatement. Merci aux gens de Montréal. Merci aux gens de Québec. On a de la visite en personne. Merci aux gens aussi en ligne d'être présents à cette présentation sur le 15 février de 1839 à 2023. Pourquoi l'indépendance au Québec aujourd'hui? La question qu'on va se poser avec nos deux conférenciers ici présents que je vais présenter tout à l'heure. La conférence ce soir est organisée par différentes personnes, différents groupes. Venez-vous-en, il y a de la place. Dont Alternative socialiste, étudiants socialistes du CAM, le Front pour l'indépendance nationale, puis le mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal. C'est le fun, on a une belle gang pour ce soir. Grosso modo, comment la soirée va se dérouler. D'abord, il va y avoir la présentation des deux panélistes. Ensuite, il va y avoir une période de questions. Puis on va faire ça jusqu'à peu près à 7h30. À 7h30, on va se préparer pour justement aller pour les discours à la statue de Chénier, qui n'est pas très loin, qui est peut-être 10 minutes de marche dans le bas. On se préparera à partir de ce moment-là. Puis là-bas, il va y avoir quelques discours, puis une prise de photo. Si vous voulez aller aux toilettes, c'est barré ici au rez-de-chaussée, donc il faut aller dans la bibliothèque où il y a des toilettes accessibles. L'élément logistique est fait. Si vous voulez poser des questions ou si vous voulez être présent, mais pas filmé ou pas identifié, veuillez aviser les gens ici aux ordinateurs pour qu'on puisse éditer les choses après, si vous voulez pas que votre identité soit connue. Donc, bon, on va partir ça au niveau du contenu. Allons-y, bon, les patriotes, dans leur temps, ont incarné une résistance contre le colonialisme britannique. Ils ont lutté corps et âme pour fonder au Québec une république démocratique fondée sur la fraternité entre les peuples. Aujourd'hui, leur héritage est essentiellement récupéré par la droite nationaliste. On voit les drapeaux des patriotes flotter sur des manifs où les gens tripent sur Trump maintenant. La mémoire des patriotes est habilement manipulée par la classe politique souverainiste qui la vide de son contenu révolutionnaire et réduit le combat des patriotes, le combat pour l'indépendance, à des questions administratives, électorales ou strictement culturelles. C'est quoi l'avenue qui se présente à nous, indépendantistes? C'est quoi l'avenue qui se présente à nous si on veut lutter pour l'indépendance, lutter contre le capitalisme, lutter contre le néocolonialisme canadien? Est-ce qu'il y en est de la place des artistes, le droit des femmes, ceux des étudiants et des étudiantes, le mouvement ouvrier? Quel programme on devrait mettre de l'avant aujourd'hui en 2023? Puis pourquoi être indépendantiste et socialiste aujourd'hui? Donc, pour poser ces questions-là, pour en discuter, on a d'abord Ismaël Mimouni Michaud, ici, présent, là, ex-militant du mouvement des jeunes souverainistes, puis qui a été président fondateur du syndicat des travailleurs et des travailleuses du YMCA du PAC, ici à Montréal. Aujourd'hui, il est président du MESUM, que j'ai dit tout à l'heure, le mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal. Puis, où il étudie en ce moment au bac en littérature, c'est bien ça. Excellent. Puis, il est aussi fondateur du FIF, pour l'indépendance nationale. Bonjour. À côté, on a Charles, qui est responsable du comité étudiant socialiste du CAM ici, puis il est membre aussi de l'Alternative socialiste. Il est étudiant en histoire et auxiliaire de recherche. Puis là, il s'intéresse aux émeutes populaires durant le Paris pré-révolutionnaire. Donc, on va passer tout de suite à la présentation des panélistes, en commençant par Ismaël. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on a dit assez pour la présentation. Je ne vais pas continuer là-dessus, mais juste pour dire que si je suis militant au FIN et au MESUM, ce n'est pas par hasard. C'est le travail des militants du FIN qui est un peu fait renaître le MESUM. On a travaillé là-dessus assez longtemps. Je pense qu'une des tâches qui appelle les indépendantistes aujourd'hui, c'est un peu d'en finir avec le phénomène d'enclave. Où est-ce qu'on milite d'une manière dans la rue, d'une manière à l'école, d'une manière sur nos lieux de travail. Je crois qu'on doit vraiment apprendre à être les mêmes partout, peu importe où est-ce qu'on est. C'est pour ça le MESUM, vous allez souvent voir ces activités liées à d'autres groupes. Comme aujourd'hui, on est 4, mais on agit pour parler d'une seule voix pour les patriotes, je dirais. Je commencerai ma présentation en vous proposant une réflexion sur la notion de défaite. C'est une idée acquise dans le milieu indépendantiste aujourd'hui qui nous suffirait du bon chef, de la bonne organisation, de la bonne stratégie, puis d'un élan, l'indépendance serait acquise. Tout notre patriotisme, au fond, est un peu fondé là-dessus. Sa version la plus ringarde, on a appelé ça les conditions gagnantes, parce qu'on voulait que tout soit fait avant de faire de quoi. Puis, dans cette conception-là, toutes nos défaites
sont perçues comme des erreurs. Pas des erreurs au sens où on s'est trompé tactiquement, mais des erreurs au sens où ça ne doit plus arriver. Je pense que collectivement, on apprend bien à refouler des expériences. On pense au référendum de 95. Ça, malheureusement, c'est une idée acquise pas seulement dans les partis politiques, ça serait trop facile sinon. Je pense que beaucoup d'organisations civiles sont imprégnées de cette conception-là. Ça, pour les militants, c'est très dommageable. Qu'est-ce qu'on nous laisse, nous, à faire après pour conscientiser puis militer? Ben, on a des partis, des bières politiques. Hein. Moi, j'appelle ça du militantisme de ballon bleu. On chante, c'est le fun. Puis après, on a nos officiels représentants qui, eux, ils peuvent s'occuper de ça. Eux, ils peuvent parler des choses sérieuses. Mais cette élite-là, indépendantiste, cet establishment-là, moi, je vois que d'élection en élection, ils nous parlent de renouveau, de renaissance, de on va rajeunir. Ils nous parlent d'autant plus de renouveau qu'ils font rien, qu'ils accomplissent rien. Moi, je trouve qu'on tourne un peu en rond. Si on est ici aujourd'hui, c'est pas pour parler de renouveau, c'est tout le contraire. On est là pour s'ancrer, hein, faire un héritage, celui des patriotes. On n'est pas là pour se dire qu'on veut rajeunir, mais pour dire qu'on est peut-être que quelques pas de plus dans une longue marche. Quelques pas de plus, mais renforcés par des années de militantisme derrière nous. C'est ça. En me demandant de quoi j'allais vous parler, je me suis dit, qu'est-ce qui nous distingue, nous, militants de la base, de notre establishment indépendantiste quand il est question de mobiliser la mémoire des patriotes? Moi, je remarque que chez ces politiciens, puis chez ces carriéristes-là, quand ils comprennent les plus sociaux-démocrates jusqu'aux plus fascisants, quand ils nous parlent des patriotes, c'est toujours pour en faire des figures hors du peuple, des plus que peuple. Vraiment, c'est nous, on ne peut pas y atteindre, puis on doit les écouter puis les suivre avec, par la bande, un message qui dit, ben nous, on est leur fidèle héritier. Alors que pour nous, les patriotes, je l'espère, et pas seulement ceux de 1839, mais tous ceux qui ont suivi, les Chartrand, les Bourgault, les Falardeau, etc. Pour nous, c'est ce qu'il y a eu de plus beau dans le peuple lui-même, c'est ce que le peuple a produit de plus beau pour lui-même. Donc, c'est ça. Moi, nous, puis nous qui aspirons à être leurs héritiers à ce monde-là, ben, je me disais qu'on devrait peut-être nous faire l'exercice de mettre notre militantisme à l'épreuve de la mémoire des patriotes, qui est un peu mégalomane parce que je vais devoir vous parler de ce qu'on a fait nous, beaucoup. Je vais devoir vous parler de moi, de mon groupe, comment on est arrivé jusqu'au FIN depuis le début. Je pense que notre génération, deux choses caractérisent notre militantisme. La première, c'est qu'en notre début vingtaine, on a passé par plus de formes d'organisation que certains l'ont fait au cours de leur vie. Ouais, il faut étudier ça, se demander pourquoi. Pas par frivolité, c'est pas par ennui, c'est bien par défaite, c'est par échec répété de certaines stratégies. Puis l'autre chose qui caractérise notre militantisme, c'est moi et ma gang, mais c'est le souci du réel, le souci de s'ancrer dans des rapports concrets aux gens, dans un monde qui est marqué, je ne vous l'apprends pas, par le carriérisme un peu. Donc voilà, je vais commencer du début. Hein. Les militants de ma génération, malheureusement, on n'est pas né dans une époque où ça brassait. On est né, puis qu'on se conscientisait, puis qu'on voulait faire valoir nos idées. La première place qui s'affichait devant nous, c'était les partis politiques. C'est simple, on prend une carte, on se fait entretenir. Comme de fait, on est devenus des poseurs de pancartes. C'était le plus palpitant qu'il y avait à faire. Sinon, c'était des âgés, parce que moi, je ne comprenais ni les fonctionnements, ni les fins. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu de misère avec ça. Et voilà, je trouve que ces années-là de militantisme dans les partis ont eu quelque chose de très pervers chez les gens de ma génération, parce qu'on a assimilé le fait qu'il y avait une époque des grandes contestations, où est-ce que le peuple agissait sur son histoire, où est-ce que ça brassait, où est-ce qu'il y avait des liens entre les travailleurs et les indépendantistes. Puis aujourd'hui, on est à l'époque des gens, voilà, les notables. Puis là, on a tout pour être civilisé, puis on peut parler, on peut discuter. Alors qu'à 15-16 ans, quand on rentre dans ces parties-là, puis qu'on sait, c'est l'âge des grandes découvertes, on découvre les Bourgault, Chartrand, on entend parler du FLQ, on écoute Falardeau, on commence à lire. Mais bon, on n'est peut-être pas très bien équipé pour faire valoir ça dans des organisations aussi pesantes que des partis politiques. Puis à un moment donné, après quelques années de militantisme à tourner en rond, il y avait une rumeur qui circulait dans les réseaux indépendantistes qu'un mouvement de jeunes
voulait se créer, un mouvement qui voulait faire un peu sécession des partis et des mouvements établis. Ce mouvement allait s'appeler le mouvement des jeunes souverainistes. Puis moi, j'arrivais à Montréal, je militais à Sainte-Thérèse avant, puis en effet, je suis arrivé dans un climat vraiment d'enthousiasme. C'était des centaines de jeunes qui remplissaient des salles, ça brassait, on parlait d'idées. Il y avait tellement d'enthousiasme que c'était un peu intimidant pour les petits nouveaux qu'on était. On ne se connaissait pas, on arrive, puis il y avait déjà des jeux d'influence dans ce mouvement-là. Mais bref, c'est ça. Ce mouvement-là, on a appris à le faire nôtre au fil du militantisme. On a fait des liens. Puis il a été marqué dès le début par le souci de mobiliser et que mobiliser. Mobiliser les corps, les esprits, mais que ça. Comme de fait, nous, on a appris, ça a quasiment eu un effet thérapeutique sur nous. Pour la première fois, on apprenait à ne plus demander la permission pour rien. T'sais, on répondait à l'actualité dans la rue. Quand le gars, il finançait McGill comme un pas d'allure, on débarquait dans la rue. Puis on répondait à l'histoire dans la rue. Qui aurait cru que le 50e d'octobre allait être mené par des jeunes? La jeunesse qu'on dit dépolitisée, ben, s'est retrouvée à 300, 400 avec des drapeaux du FLQ et des pancartes avec la face de Paul Rose. Fait que nous-mêmes, on n'y croyait pas, je veux dire, en le faisant, puis on se découvrait une force, puis on avançait. Puis malgré l'absence de structure dans ce mouvement-là, il semblait régner un consensus. Je dis bien semblait parce qu'il va avoir raison de nous plus tard, mais c'est l'absence de structure, on n'en voulait pas, puis aucune collusion avec les partis politiques. Ça a donné ce qu'il y a de plus beau, mais ce qu'il y a de plus laid dans le militantisme. Le plus beau, c'est qu'on était responsable de l'organisation. On ne pouvait pas s'en remettre à un délégué ou une instance qui va un peu nous entretenir. On n'attendait pas les ordres de personne. C'était à nous de le faire. Je me rappelle, moi et ma gang, au début, on voulait s'acheter du matériel, on voulait faire des choses, on sortait des poignées de change, puis on regardait, OK, on peut s'acheter 3 drapeaux, on y va, puis on faisait des actions à 2 heures du matin et qu'on commençait le travail à 5. Je veux dire, on transportait du matériel dans toute la ville. Il y avait un climat de solidarité. Ça, on le voit de moins en moins, j'ai l'impression. Mais bref, ça nous a appris la solidarité, ce mouvement-là. Puis le plus laid, c'est justement la prédation des mouvements et des partis extérieurs, toutes les figures publiques qui n'ont rien fait depuis 10 ans, qui voulaient se recycler avec nous, puis avoir le beau selfie pour dire on accompagne la jeunesse, c'est beau, ils font des trucs, puis nous, Non. Mais, je veux dire, c'était très. On a dû y résister dès le début. Il y a du monde qui ont essayé de récupérer ce mouvement-là. Nous, on résistait. Mais peu à peu, ça a comme grugé l'organisation et de l'extérieur, puis de l'intérieur. Tu trouves les quelques bonnes personnes, puis voilà. Il y avait beaucoup de débats pour ou contre, on s'associe à tel ou pas. Je me rappelle, nous, on nous accusait d'être les méchants communistes. Parce qu'on avait eu le malheur d'aller voir des débardeurs en grève. Ça a été un crime. Et à un moment donné, on avait voulu faire une manif pour le français avec les syndicats parce qu'ils faisaient campagne sur la francisation. Ça n'a pas passé. Et d'autre part, il y avait le monde qui se faisait acheter à coup de contrat dans ce mouvement-là, puis on le voyait sombrer un peu. Je me rappellerai toujours une manif, justement, celle pour le français que je vous parle. On en avait fait une au début du mouvement parce qu'on répondait à l'actualité, il y avait du monde, puis ça s'est très bien passé. Puis la seconde, on n'avait pas vraiment de thème, on la faisait un peu dans le vide. Nous, on avait débattu un hiver au complet pour la faire avec les syndicats, puis ça ne fonctionnait pas. Et pendant que nous, les caves, on croyait débattre d'idées, l'autre bord, dans l'organisation, il faisait juste gagner du temps pour que ça soit récupéré. Comme de fait, on arrive en été, la manif est complètement récupérée. Toutes les parties sont là, le Bloc, le PQ, PSPP, avant qu'il soit un héros national, lui, ce qu'il faisait, il venait dans nos manifs, puis il prenait tous les micros, puis il disait que c'est lui qui était là, puis il n'a jamais dit un mot pour nous mentionner, dire que c'est nous qui faisions ça. Il l'avait fait à ce manif-là, avec des amis, on allait l'emmerder un peu, c'était drôle. Mais le Bloc était venu tout en gang, la SJB était là tout en gang. C'était notre manif, puis on n'avait même pas le micro pour dire à quel point c'était récupéré. Les discours, ils tapaient sur le clou, puis on se sentait pas bien. Ça. On voyait l'organisation crouler. Le dernier discours, c'est Jules Falardeau qui arrive au micro, puis il commence en nous parlant d'Ho Chi Minh, puis de Fidel Castro, qui avec 8 hommes et 5 fusils se serait dit on va l'avoir, la libération. Fait que nous, on avait l'impression qu'il nous parlait à nous. C'était vraiment à nous qui nous parlait, même si ce n'était pas le cas. Ça nous disait, même si l'organisation meurt, vous en avez trop fait pour laisser tomber puis aller vous coucher après.
Comme de fait, c'est mort, le MJS, après très peu de temps. Mais nous, on était un peu chanceux, puis ça correspondait à une campagne de syndicalisation que je faisais sur mon lieu de travail. Quand le MJS est mort, on n'a pas eu le temps un peu de se dire qu'est-ce qu'on allait faire. On a sauté dans le syndicalisme. Là, on a vu qu'on militait dans une bulle au MJS. On a vu comment c'était dur d'aller voir du monde, s'ancrer dans le réel. Là, on est parti d'un mouvement qui parlait juste d'idées puis qui était très spontané. Puis là, on tombe dans le très concret. Parler pendant des heures de virgule sur un texte de convention, remplir des rapports. Mais bon, si nous, on a passé 2 ans à parler de dépossession au monde, c'était pas pour arriver dans le syndicalisme et dire, OK, maintenant, c'est fini, on va faire des choses sérieuses. Non. Au MJS, le visage de la dépossession du peuple et de l'indépendance, il y avait le visage d'un concept. Nous, dans le syndicalisme, il y a le visage d'un boss qui te rentre dedans et qui va te rentrer fort dedans si tu te syndiques. Nous, on ne s'est pas syndiqué avec l'idée de yeah, on va avoir 2,5 au lieu de 2 %. On s'est syndiqué avec l'idée on va leur foutre un bordel puis ils vont regretter. Ça aurait été un peu dur si je travaillais dans un Super C, faire le lien indépendance, lutte sociale, quoi qu'il faut le faire. J'étais doublement chanceux parce qu'a priori, je travaillais dans un centre communautaire, donc on s'occupe du peuple. Mais au top de ce centre communautaire, le conseil d'administration, le président, c'était quelqu'un comme Harold Fortin. Vous les connaissez? C'est l'ancien bras droit de Philippe Couillard, c'est aux communications. On retrouvait qui d'autre? On retrouvait 2 recteurs de McGill, la charité incarnée. On retrouvait le plus sordide, un représentant d'une agence qui vend des chars de luxe, pas des chars, de luxe, puis un représentant d'agence immobilière de luxe, encore pas juste des logements, du luxe. On aurait pu faire un temps des bouffons avec eux si on les avait pognés dans une salle. Là. Quand on s'est dit on se syndique, c'était ils vont en manger une, puis nous, on est prêts à en manger une. Puis comme de fait, on en a mangé une assez vite. Je me rappellerai toujours, nous, on contournait un peu les règles du syndicalisme. La diplomatie, ça ne nous intéressait pas. Puis quand ça ne faisait pas nos affaires, dès qu'on a eu notre accréditation, on arrêtait de travailler. Je disais, arrête, puis on s'arrêtait. C'était un acte de grève, les conseillers syndicaux, ils capotaient. Qu'est-ce que vous faites? Ça n'a pas d'allure. C'est ça. Après, ils nous disaient, voyons, les boss, c'est plus comme dans les années 60. Ah bon? Ça, un boss, ça soit 1880 ou 2023, il y avait les mêmes moyens à sa disposition. Le cash puis la justice. Ils nous ont traîné 2 ans dans les tribunaux ici. Des boss habillés en Lululemon, Apple Watch, petit bonnet, faire brancher. Mais non, mais j'en ai vu, ils se sont mis à 5-6 sur des petites filles de 15 ans qui avaient eu le malheur de signer une carte de syndicat. Et moi, avec mes collègues, je devais aller les ramasser à petite cuillère, des démissions pour dépression. Puis, ils nous ont rentrés dedans, puis ils nous ont pas manqué. Et moi, ça me dérangeait pas, j'aimais ça un peu le goût de la bagarre, c'était bien. Moi, ils ne pouvaient pas se débarrasser de moi. C'est peut-être le seul avantage d'être syndiqué, ils ne peuvent pas te congédier. Mais ils m'ont juste rayé de la liste, puis je ne travaillais plus. Fait que pendant 1 an, je n'ai pas travaillé. C'est ça, avec mes amis sur le chômage, on s'est dit, bon, tant qu'il y a vagabondé en ville, on va aller voir les grèves en ville. C'est pas ça qui manquait au début de l'hiver 2022. Pour vous dire, on parle de 50 nouvelles grèves en janvier 2022 ou sur les premiers mois de 2022. C'est énorme. C'est sympathique quand c'est la boulangerie du coin qui fait grève, mais il suffit qu'une de ces grèves, que ce soit un réseau d'autobus, de métro, que ce soit des profs qui voient un, vous allez voir que le tiers de votre vie est bloqué. C'est ça, on s'est promené en ville, on est allé voir ben des grévistes. On a juste fait ça d'hiver. Il y a 2 conflits qui m'ont marqué à jamais, puis qui me marqueront à jamais, puis que je vais un peu intégrer à mon militantisme. Le premier, c'est celui de l'hôtel Hilton du complexe des Jardins. Eux, c'est en plein centre-ville, fait qu'on est allé les voir souvent. Même on est allé les voir tout l'hiver. Et encore, là, quand on nous dit, ouais, non, c'est plus les années 60, la justice s'est abattue sur eux à coups d'injonctions, de harcèlement. Ils avaient tellement d'injonctions du tribunal à ne plus être sur leur lieu de travail qu'il leur restait un carré de trottoir par leur ligne de piquetage. Ou un parking souterrain. Quelle alternative, hein? Fait que la plupart étaient tannés, ils sont allés dans le complexe des Jardins, puis ils regardaient les riches s'acheter des sacs à 800$, puis les touristes regardaient la fontaine. Ils étaient entourés d'une armée de gardes. Non, mais ils étaient vraiment... L'hôtel a engagé gardes pour les surveiller. Parce qu'autrefois,
On travaillait dans l'hôtellerie, puis on faisait grève dans l'hôtel, puis on criait, ça dérangeait les touristes. Non, les conseillers, aujourd'hui, ils disent qu'on est civilisés, puis qu'on ne fait plus ça. Fait que, on a attaché les bras de ces gens-là, puis on leur a dit, allez vous battre contre Hilton, monopole mondial. Hein? Bonne chance. T'sais, on parle souvent des grèves aussi comme si c'était deux groupes qui faisaient une partie d'échec, puis c'était impersonnel. Mais moi, j'ai vu l'humiliation sur le visage de ces gens-là. C'est du monde, tu les mets autant pour aller se battre contre un monopole de même. Et les groupes qui vont à côté des grévistes, qui leur donnent un journal, qui prennent une photo, puis qui s'en vont, ils m'énervent tellement. Ils romantisent la grève, alors que la grève, c'est humiliant. C'est humiliant passer des mois dehors à regarder le monde, puis les heures passer, quand tu sais que tu ne pourras pas ramener le même pain sur la table à la maison. Hein. C'est ça. Moi, j'ai vu sur ce visage de ces gens-là, le visage de la résignation, le visage qu'on a tous vu un peu parfois chez nos parents, un visage qui dit « j'aime pas ce que je fais, mais quelqu'un m'attend à la maison, j'aime pas ce que je fais, mais quelqu'un m'attend sur la ligne de piquetage, puis on doit rester, sinon, s'il y en a un qui tombe, on tombe tous. » Comme de fait, ces gens-là n'ont rien eu. Ils ont passé un hiver en grève, puis ils sont rentrés avec 0 acquis. La CSN avait écrit un communiqué odieux pour dire « Bravo, bravo, on n'a rien eu, mais on n'a pas reculé, c'est une victoire en soi. » Fait que c'est ça. Chez ce monde-là, moi, j'ai vu un peu le microcosme de notre colonisation. On se pense tout le temps plus responsable que le maître, plus blanc que le maître. On veut toujours être, nous, non, on ne se battra pas avec tous nos moyens, mais l'autre bord, ils n'hésitent pas, ils sont rentrés dedans, ils ont les mêmes moyens qu'ils l'avaient à l'époque. Un autre conflit qui nous a beaucoup marqué, c'est celui de Rolls-Royce Aviation. C'est un lockout. Ça a changé de nature un peu, sauf que c'est un tout autre registre. Dans l'hôtellerie, on était avec les plus précaires de la société. On était avec des employés non qualifiés. Fait que tu peux les remplacer facilement puis leur faire comprendre ça. C'est du monde qui, en se battant, sont conditionnés par cette peur de « je vais perdre ma job ». Souvent, c'est des immigrants qui ne comprennent pas bien le français. Les boss, ils beurrent ça. Vous allez perdre votre job si vous acceptez pas. On l'a vu. Chez Rolls-Royce, c'était le contraire. On parle de travailleurs industriels voire surqualifiés. Ils réparaient des moteurs d'avions de jets privés. Fait quand même, on ne se débarrasse pas d'eux aussi facilement. Ce qui nous a marqué d'emblée, c'est leur combativité. Eux, ils ont sacré leur syndicat jaune dehors pour faire rentrer la CSN et se battre comme du monde. Fait que déjà là, on ne voit pas ça souvent au Québec, être sacré un syndicat dehors pour faire du syndicalisme, pour aller au bout du syndicalisme. Déjà là, ça cliquait. C'est ça. Pendant le conflit de travail aussi, il y avait des bus de SCAB qui rentraient. Comme quoi les boss, nos petites lois provinciales, ils sont collés pour nos lois anti-SCAB. Le temps qu'un travailleur fasse la plainte, il y aura 12 mois qui sont passés, le conflit va être terminé. Puis eux, ils l'ont un peu compris. Ce qu'ils faisaient, ils bloquaient la place, même s'il y avait des injonctions. Ils identifiaient les SCAB. Les SCAB devaient rentrer dans la compagnie, cagoulés, puis avec des vitres vitrées sur les autobus. Ils avaient peur. Et quand ils en trouvaient un, ils l'exposaient sur Internet, ils exposaient les huissiers qui venaient leur porter des injonctions. Ils ne faisaient pas juste se tenir puis manger des coups, ils en donnaient aussi. Ça nous a beaucoup marqué. Et le compte, c'est que leur président, c'est un indépendantiste convaincu. Il s'est présenté au PQ à la dernière élection. Donc lui, il menait son combat contre la multinationale britannique. Puis on s'est dit, on doit aider ça. Puis on est allé les voir, on a passé quelques fois sur la ligne de piquetage. Cette année, on s'est dit on doit faire plus. C'est beau les visites de courtoisie, mais il faut plus. Fait qu'on avait organisé une levée de fonds où est-ce qu'on allait présenter un film, puis d'ici à ce que l'événement arrive, on récoltait de l'argent. Puis, avec mes amis, on a fait les poches à notre famille, puis nos amis, puis on a ramassé 400$. Je me rappelle quand on a lancé cet événement-là en ligne, le monde, tous les groupuscules nous disaient bravo, bravo, on va être là, on va tous venir. On voit du monde, on ne savait même pas c'était qui nous écrivait, me dire qu'ils allaient être là. Tant mieux, c'est pas pour nous qu'on fait ça. Tout l'argent que vous donnez, que ce soit 25 cents ou 20 pièces, ça s'en va dans l'épicerie d'un gars ou d'une fille qui lutte. Tant mieux, venez. Et le jour J, on était moins que 10. Et tous ces gens-là qui ont des idées grosses de même, peut-être qu'ils ne nous aimaient pas à face parce qu'on était baveux, mais quand même, c'était pour d'autres gens. On s'est retrouvé, c'est l'équivalent de mon exécutif syndical puis du leur, mais peu importe combien on s'est retrouvé,
on a fait de quoi qui se fait plus dans le syndicalisme, de la solidarité. Pas solidarité, je partage ton post Facebook, je viens faire un selfie avec le bras levé sur ta ligne de piquetage. Non, c'était solidarité. On a mis en réseau deux luttes. On a dit on va être là pour vous, puis ils nous disent on va être là pour vous. Sortir de notre enclave, sortir de notre petite clôture, notre petit bac de sable, puis dire on va lutter ensemble, puis on va faire de la politique ensemble. Ça. Je me rappellerai aussi toujours avec ce conflit-là, à un moment donné, ça a duré très longtemps. On a commencé à y voir au début de l'hiver. À la fin de l'été, ils étaient encore là, puis ils faisaient une manif. Ils sont allés faire une manif au bureau de François Legault. Puis avec Martin, on avait été filmer un court documentaire pour Pivot sur leur lutte. Et déjà là, il y avait un lien de confiance. Il nous parlait assez ouvertement. C'est ce qu'il nous racontait à la caméra. C'était déjà choquant. Les mêmes histoires que dans l'hôtellerie. La compagnie avait engagé une agence de sécurité privée pour les harceler jusqu'à chez eux. Ils nous racontaient toutes les saloperies qu'ils voyaient sur leur lieu de travail. Il y a la difficulté de faire la grève, de ramener du pain à la maison. Mais ce qui était étonnant, ce qui nous a marqué, c'est que dès qu'on baissait la caméra, je me rappellerai toujours un gars. Dès qu'on baissait la caméra, il nous a dit moi, je fais du sabotage dans l'usine, ils s'en vont où les scabs. Tu sais. Le gars, il avait des injonctions plein de cul. Il rentrait sur le terrain de la compagnie faire du sabotage de machines. C'est pas un gars qui s'intéressait à la politique, il n'en avait rien à faire. Il nous disait moi, votez, mon calé, je voterai pas. Je suis désolé du gros mot, mais pour moi, c'est l'avant-garde, ces gars-là. C'est pas nous ici, puis avec notre militantisme de ballon bleu, puis nos petits rassemblements, des fois, tu as des gars prêts à faire du sabotage, à payer de leur peau. S'il se fait pogner, il y a des dettes jusqu'à la fin de sa vie, le gars. C'est fini, il est renvoyé. Ça nous a beaucoup, beaucoup marqué, puis on veut, dans notre militantisme, on essaie le plus possible de jamais oublier ça, pour qui on le fait. Pas pour des réseaux d'entre-soi, on le fait pour ce monde-là. C'est ça. Notre aventure syndicale, elle a fini pour plusieurs raisons. J'ai été contraint de partir. Là, on a plus senti le coup qu'on a perdu le syndicat du jour au lendemain, parce qu'on s'est retrouvé devant un vide un peu. On a commencé à avoir, on baignait dans le marasme un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais jamais l'idée nous est passée par la tête de se coucher. Si on était en colère un peu, c'est parce qu'il y en avait en nous, puis ça allait imploser. Il fallait faire de quoi? Fait qu'on a tout simplement fondé le FIM. Puis on s'est dit, on va tirer le meilleur du MJS, puis le meilleur du syndicalisme. Le MJS, c'était un mouvement très spontané, très d'idées, c'était beaucoup d'idées. Il n'y avait pas beaucoup d'ancrage, je peux dire, sociologique, c'était des jeunes. Des jeunes. Il y avait des jeunes riches, des jeunes pauvres, mais des jeunes, c'est pas très précis. Puis on a pris le meilleur du syndicalisme, c'est-à-dire le réel, les rapports concrets. Tu te bats pour du monde, pour les aider, tu te bats pour tenir ensemble. Tu sais, il y avait ce côté moins beau du syndicalisme, c'était d'avoir un peu, d'être collé au concret puis de rien voir d'autre. Hein, c'est de passer des journées à te battre pour un 0,5 à quelque part, tu ressors de là puis tu dois faire ça pendant un an. Des fois, c'est dépolitisant, je dirais. C'est ça. On a fondé le FIN cet été. Et contrairement à ce que certains disent, on n'a pas essayé de lier social et national. Moi, je déteste cette expression. Tu as toujours un puriste qui va dire ah, vous êtes vertueux, vous liez social, national. Nous, on n'est que pour le national. Nous, on est vraiment l'indépendance pure. Vous mettez vos conditions. On ne met rien partout. L'indépendance a des conditions. C'est ça le dilemme. Quand les Algériens ont sorti les Français dehors, ils n'ont pas dit dehors le gouvernement, mais les boss français restés. Ben non, à un moment donné, faire l'indépendance, ça implique de dire à tout le monde dehors. Donner les coups puis des manger pour ça. Nous, on ne lit pas social et national. Le national, c'est une forme du social. Dites-le comme vous voulez, mais on se bat pour du monde. On veut être au sol, à la base. Nous, les entre-soi souverainistes puis les gros groupes, on n'a pas peur de cracher là-dessus, puis on va continuer de le faire aussi longtemps qu'il faut. Et voilà. Je voudrais que vous reteniez un peu, si je peux dire, en guise de conclusion, c'est que malgré le nombre d'organisations par lesquelles on passe, une organisation, ce n'est qu'une organisation. Ce qui est important, c'est les hommes et les femmes dedans. C'est bien beau avoir une machine avec un compte de banque à 126 000 $, puis des idées grosses de même, mais si tu n'as pas le monde prêt à faire
un peu de ce qui est nécessaire. Hein. L'indépendance a des conditions, mais si tu n'es pas prêt à le faire, ça ne sert à rien. C'est stérile, tu vas entretenir, tu vas faire une carrière à faire des parties et des petites discussions. C'est ça. Pierre Vallière, il disait dans une lettre très peu connue de lui qu'il envoyait à un ami pendant qu'il était en prison, il disait « Le peuple ne va pas se soulever d'un bond tout seul de même. » Il disait « Il faut faire individuellement l'effort que nous-mêmes on attend du peuple. C'est comme ça qu'on va juger notre peuple. Pas l'inverse, dire oh, le monde est donc dépolitisé, puis se couler les pouces, puis dire ah, ça n'a pas de bon sens. » Ça, je vais finir en citant un autre monsieur, Pierre Falardeau, qui lui, je crois que c'est Québec, dans Québec Libre, son livre d'entretien, il disait ça. Il faut des gars capables de lancer des cocktails Molotov, puis d'autres capables de dire pourquoi ils ont lancé le cocktail Molotov. Mais pas que le militantisme, c'est pas que de l'action spontanée, que du romantique, que de la confrontation, même si en faut. Des fois, ça nous appelle à des tâches quotidiennes de résistance. Et plus tard, dans sa citation, il dit « Si un gars, tout ce qu'il sait faire, c'est balayer, ben, qu'il vienne balayer local. Il va balayer pour l'indépendance. » C'est ça que j'avais à vous dire. Donc, merci Ismaël, super pour ton propos. Pour ma part, ça va se dérouler en 3 parties. Je vais parler de la conjoncture internationale. Ensuite, je vais en arriver à la situation du Canada. C'est quoi le fédéralisme canadien? Derrière le discours, comment ça se passe en geste. Puis ensuite, on va en arriver à la situation québécoise. Puis à travers ces 3 blocs-là, répondre à la question pourquoi l'indépendance et le socialisme en 2023? Ben, de préférence en 2023, pas nécessairement au 21e siècle, mais en 2023, ça serait bien. Ouais. Donc, camarades, ce que les médias ne vont jamais vous dire, c'est que le capitalisme mondial il est en crise. Puis ça se manifeste de diverses façons. Il y a des règlements climatiques, les attaques, les reculs contre les travailleurs, travailleuses et les droits syndicaux, les attaques et les reculs des droits des femmes, des personnes trans. On l'a vu aux États-Unis dans la dernière année, la révocation de Roe versus Wade, la crise de l'inflation et la crise du logement. Et aussi, ce qu'on observe dans la dernière décennie, au minimum dans la dernière décennie, c'est cette montée de la droite, d'une droite qui se dit nationaliste, qui est souvent xénophobe, voire néofasciste. Puis les meilleurs exemples de partis actuels qui justement sont ouvertement d'extrême droite, on les trouve en Italie, en Suède, avec Démocrates de Suède, malgré le nom. C'est un parti qui s'ancre dans le nazisme des années 30 et 40. Puis on les retrouve aussi en Norvège. Bien sûr, 2 personnalités qui s'associent aussi à cette montée de cette droite qu'on qualifie de populisme, c'est Donald Trump, évidemment, et Bolsonaro au Brésil. Mais au Canada et au Québec aussi, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi cette montée de cette droite-là. Et la CAQ, dans un premier temps, fait partie de cette montée-là, mais là, il commence aussi à avoir d'autres concurrents. On pense, il y a eu Maxime Bernier, il y a eu ensuite Pierre Poilievre qui vient d'accéder à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Et au Québec, il y a Éric Duhaime aussi. Puis cette droite-là est bonne pour pointer un autre. Mais l'autre, c'est souvent une minorité de genre, minorité religieuse, personnes racisées, les migrants, les réfugiés, mais il ne pointe jamais le capitalisme et sa propriété privée qui est à l'origine des inégalités puis qui tire en fait finalement tout son pouvoir de ce droit-là. Montée de la droite, crise du capitalisme, ça s'accompagne, c'est ça, du nationalisme, des nationalistes peut-être au pluriel en fait, mais qui dit nationaliste parle aussi de questions nationales. Et c'est le sujet de pourquoi on a décidé, le FIN puis étudiants socialistes, de faire un panel, c'est de parler de la question nationale aujourd'hui. Puis les guerres, c'est aussi une expression de ces tensions-là qu'on observe dans la crise. La guerre en Ukraine, évidemment, mais on oublie qu'elle a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Mais tout ça, ce n'est pas étranger. Il n'y a rien qui est là par hasard. Puis la question nationale, c'est quoi en ce moment? C'est en Palestine. Depuis 2023, début 2023, il y a au moins 48 Palestiniens, dont des enfants, qui ont été assassinés par les forces d'Israël. C'est l'Irlande du Nord, c'est la Catalogne, c'est l'Écosse. Ici, au Canada, il y a les luttes des droits pour les francophones. Ça part de l'Acadie, ça s'en va jusque dans l'Ouest et ça passe évidemment par le Québec et l'Ontario. Les luttes indigènes et autochtones aussi, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Amérique latine ou ici même sur le territoire de l'État canadien. Mais dans les moments de crise, il faut se demander c'est quoi le réflexe des classes dominantes. Ils savent très bien en réalité que quand on vit une telle conjoncture remplie de tensions sociales et de tensions politiques,
ils peuvent être menacés dans leur intérêt, dans leur capacité finalement à pouvoir toujours faire plus de profits et accumuler toujours plus de capitaux, pardonnez-moi. Et donc, le réflexe des élites, c'est de profiter de la montée du nationalisme, tirer la couverture de leur bord pour, comme je viens de le dire, toujours avoir dégagé plus de pouvoir et de profit au détriment des peuples. Mais si une droite est capable de monter puis capable d'avoir des gains puis des victoires, ben, il faut se regarder un petit peu puis se dire c'est que la gauche, ou du moins ces nouveaux mouvements de gauche, ces nouveaux partis de gauche qu'on voit depuis les 15 dernières années, n'ont pas réussi à mobiliser la classe ouvrière. Ils n'ont pas réussi à la mobiliser autour d'un programme de rupture avec le capitalisme. Le meilleur exemple, par contre, c'est Syriza, parti de gauche radicale en Grèce, qui arrive au pouvoir porté par les classes populaires en 2012, qui dit « Nous, on ne va pas toucher au peuple, on n'appliquera pas le néolibéralisme et l'austérité. » Sous la pression des banques et de l'Union européenne, le gouvernement de Tsipras va faire finalement ce qu'il avait promis de ne pas faire. Plus proche de nous, dans cette gauche qui se dit proche des travailleurs et travailleuses, il y a le Squad et Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis qui, pendant la grève des cheminots, est allé leur dire « C'est pas dans votre intérêt de continuer cette grève-là, remettez-vous-en à la justice de la République américaine. » Et ces gens-là se disent du côté des travailleurs et des travailleuses. Force est d'admettre aussi que Québec solidaire, malgré qu'il se dit on a eu un député de plus, potentiellement un 12e avec Saint-Henri-Sainte-Anne qui s'en vient, je n'appelle pas ça une vague, je n'appelle pas ça une victoire particulière. Et donc, en absence finalement de cette option pour les travailleurs et travailleuses à gauche, ben, c'est comme ça que François Legault, entre autres, a pu réussir à se faire élire finalement pour 2 mandats. Et ça nous amène finalement à se demander à la situation du Canada et du Québec, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe avec la question nationale? Puis pourquoi, dans le fond, on veut rompre avec l'État fédéral? Bien, camarades, justement, derrière ce discours dont Justin Trudeau et tous ses sbires se font, les porte-paroles, un discours idéalisé, sublimé, que le Canada, c'est un État qui est stable, qui est profondément uni, puis que les casques bleus, il y a combien de fois on nous sort M. Dallaire, Roméo Dallaire, pour dire que c'est dommage le fun, le Canada. Bien, camarades, indirectement ou directement, le Canada a participé à des guerres, que ce soit la guerre en Afghanistan, ou sinon on vend des armes à des régimes tout aussi recommandables que l'Arabie saoudite, qui est un terreau de financement pour le terrorisme islamique. Et ces armes-là, notamment des tanks, là on ne parle pas juste de toute façon de n'importe quelle arme, c'est jamais très agréable de se les prendre en pleine tronche, mais ces armes-là qu'on vend à l'Arabie saoudite se retrouvent dans un des plus grands conflits humanitaires probablement du 21e siècle, c'est la guerre au Yémen. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je ne pense pas que pour régler un conflit où il y a de la malnutrition, des disettes, des famines qui touchent des enfants, envoyer plus d'armes, ça va régler quelque chose à court ni au long terme. Justement, parlant de la guerre puis du Canada, ben, notre ci-devant premier ministre, Justin Trudeau, lui, il envoie des tanks du Canada qui sont faits en Ontario. Sinon, il utilise nos impôts pour acheter aux Américains. C'est là toute l'absurdité du Canada. Hein. On voit bien que le Canada, n'importe qui est à la tête du Canada, c'est un bon seigneur vassal au service des intérêts des Américains. Ben, lui, il est arrivé avec nos impôts puis il a acheté un système antimissile fabriqué aux États-Unis puis il en a fait don à l'armée ukrainienne. Mais attention, oui à la libération de l'Ukraine, mais si on est sérieusement internationaliste aussi, force est d'admettre que autant les Russes que les Ukrainiens, c'est eux qui paient pour ce conflit-là. C'est eux qui meurent au champ d'horreur, comme dirait Jacques Brel. Puis, dans le fond, qu'on soit au Donbass, qu'on soit en Crimée, qu'on soit à Kiev ou à Moscou ou en Sibérie, ce qui est important, c'est la fraternité des peuples, l'unité de la classe ouvrière, mais en posant comme principe fondamental l'autodétermination des peuples, l'autodétermination égalitaire. La liberté, ce n'est pas bon seulement pour quelques peuples, c'est bon pour tous les peuples. Puis, c'est là où je paraphrase Lénine. Lénine disait à propos des questions nationales et coloniales, il dit « On n'est jamais sérieusement internationaliste si on ne lutte pas contre notre propre classe capitaliste, puis on n'est jamais vraiment internationaliste si on ne se bat pas pour la liberté des autres. » Puis, pendant que le Canada se montre comme étant une nation vertueuse, bien, on peut se demander en fait pourquoi il y a des communautés autochtones qui n'ont toujours pas de nouvelles de leurs femmes disparues. On peut se demander pourquoi il n'y a pas d'eau potable dans certaines communautés, qu'il n'y a pas d'électricité encore. On peut se demander aussi pourquoi, quand il y a des membres d'une nation autochtone qui bloquent un chemin de fer, la GRC rapplique
le plus vite. D'ailleurs, puis là, sentez la pointe d'ironie, c'est probablement la seule fois où les Autochtones vont recevoir une réponse rapide institutionnelle. Le Canada aussi, c'est un paradis fiscal pour les minières, les pétrolières. C'est un royaume des oléoducs, du gaz de schiste, puis même proche de nous, à Saint-Michel-des-Saints, même si c'est le Québec, c'est quand même sur le territoire d'État canadien pour l'instant, on va avoir une mine à ciel ouvert, probablement une des plus grandes en Amérique du Nord. Et en plus de se garder de subventions et d'évasion fiscale et toutes ces belles choses, ces minières canadiennes-là, ils s'en vont au Chili exploiter les travailleurs et travailleuses du Chili, scraper leur environnement, puis ils font la même chose aussi en Afrique. Donc, il ne faut pas se leurrer. Le Canada, ce n'est pas si joli que ça, l'État canadien. Historiquement, c'est une entité méprisante envers les premiers peuples, les Acadiens, les francophones, les Québécois. Puis, en définitive, on a bien plus en commun contre nos exploiteurs communs. Tomber dans l'opposition facile d'opposer franco-anglo, ça sert quoi en définitive? Ça sert le discours fédéraliste qui adore bâcher sur le Québec et nous peinturer comme des racistes. Ah, ils n'aiment pas les Anglais, ils n'aiment pas les immigrants. Il ne faut pas leur donner cet argument supplémentaire que, dans le fond, nous, notre lutte serait une lutte purement et uniquement linguistique. Camarades, si on se réfère aux patriotes, il y a bien un exemple dans notre histoire où il y a eu des francophones et des anglophones qui ont lutté dans une cause commune, mais c'est bien les patriotes de 1837. Et donc, ce qui m'amène à parler aussi du Québec, parce que s'il ne faut pas tomber dans le piège du discours fédéraliste canadien, il ne faut pas plus tomber dans ce que j'appelle le sentimentalisme nationaliste québécois. En d'autres termes, la classe politique québécoise, comme l'État québécois, n'est pas en dehors de toute critique. Il existe bel et bien un capitalisme québécois, ça s'appelle le Québec Inc. Donc, on peut penser à toutes ces grandes fortunes, hein, Desmarais, Prélado, c'est les plus connus, mais aussi Bombardier, Saputo, Lino Saputo, 5,2 milliards pour 2023. Alain Bouchard, on a des travailleurs du Couche-Tard ici, lui qui s'est fait cette année, je pense, 5,10 milliards. Et ça, camarades, c'est ça qui est scandaleux, c'est ça qui est honteux. Alors que depuis les années 80-90, les salaires des travailleurs et travailleuses du Québec n'ont pas été indexés, n'ont pas suivi le coût de la vie. Ça se passe chez nous, ça, ces inégalités-là. On peut parler aussi que le capitalisme au Québec, c'est la fonderie Horn. Horn, dont on sait depuis les années 70, depuis le gouvernement du PQ, qu'il y a des rapports qui disent que c'est dangereux, c'est potentiellement dangereux aussi pour la santé des futures générations. Le gouvernement n'a jamais rien fait pour ces gens-là. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de dire on va s'en occuper puis donner des autorisations le droit, en fait, de polluer. Puis, l'Abitibi-Témiscamingue, berceau des luttes ouvrières, au Québec notamment, bien justement, la région, à cause de ces entreprises-là, c'est 88 infractions à la loi sur l'environnement et la santé publique en 2001. Ça se passe chez nous, avec l'accord complaisant du gouvernement du Québec. Il ne faut pas aller non plus à Seattle ou à Vancouver ou à Toronto pour voir des preuves que le logement privé, tous ces entrepreneurs-là, avec leur logique pourrie, ben, ça empiète en ce moment sur nos besoins fondamentaux. La gentrification, la spéculation, tout ça se passe sous les yeux des politiciens qui continuent à nous faire des belles promesses, des beaux discours, mais en réalité, c'est totalement OK pour eux. En plus, à chaque fois qu'il y a un problème à Montréal, si on prend le cas de Montréal, mettons la question du logement, puis là, on voit aussi l'absurdité du fédéralisme canadien, c'est que tout le monde se renvoie la balle. Le fédéral dit, allez voir le gouvernement du Québec, on leur a envoyé l'argent. Là, le gouvernement provincial dit, le fédéral ne nous a pas donné assez d'argent. Puis la Ville de Montréal, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ils ne nous ont pas donné d'argent. On peut aussi citer, parce qu'on dit toujours au Québec, on est mieux qu'ailleurs, du moins, peut-être pas vous le dites, mais on entend ça souvent. Il faut se admettre que des féminicides, ça continue. Que la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas terminée, qu'il y a du rattrapage salarial à faire notamment. On peut travailler aussi d'arrache-pied pour les droits des personnes trans qui sont soit bafouées ou niées. Mais toutes ces luttes-là que je viens de nommer, que ce soit pour le salaire, pour la défense des droits les plus fondamentaux, il ne faut jamais les différencier. Je sais que tu as dit question sociale, question nationale, c'est moi qui vais dire, mais il ne faut jamais, à mon avis, les dissocier dans la mesure où la lutte pour notre libération nationale, c'est une lutte pour le socialisme et la lutte pour le socialisme, c'est une lutte pour la libération nationale. Du moins, c'est ce que nous, on défend à étudiants socialistes et à l'alternative socialiste. Puis donc, justement, moi, il y a une rhétorique qui m'intéresse beaucoup de la part de mes camarades en Écosse qui, justement, eux,
sont dans une période où il y a beaucoup de personnes trans et de femmes qui sont victimes de violences, voire de meurtres. Ils sont en train de développer des actions et des discours qui disent, dans le fond, que la libération des personnes trans est indissociable de la libération de l'Écosse, puis du reste aussi de la classe ouvrière. Puis nous, c'est aussi ce qu'on est en train de dire. Un indépendantiste du 21e siècle, ça prend en considération aussi comment ils sont les gens aujourd'hui, comment ils sentent, c'est quoi aussi leurs espérances. Puis devant tout ça, qu'est-ce qu'a fait notre bon gouvernement nationaliste depuis sa première élection en 2018? Bien, il a réussi à emmerder les taxis, les gars des taxis au profit d'Uber. Il a pris parti pour le patronat dans le cadre d'ABI. Il a détruit 18 000 dossiers de demandes en immigration, cassé du sucre sur les femmes qui portaient des voiles. Puis, il a essayé de nous prouver que, dans le fond, avec ses lois, il serait capable de sauver le français. Tu sais. La réalité, c'est que, camarades, sans l'indépendance, on ne pourra jamais défendre notre langue et notre culture. La pire chose qu'on pourrait faire, ça serait de s'en remettre ici au gouvernement fédéral. Puis qu'est-ce que le fédéral a trouvé pour sauver notre culture? S'asseoir avec Netflix. Fait qu'ils ont envoyé Mélanie Joly, là, puis Steven Guilbeault, puis... attendez, vous allez voir à quel point c'est quand même des génies. Ils ont eu l'idée du siècle. Ils ont dit, nous autres, on veut du contenu canadien. Premièrement, il va falloir qu'on dise c'est quoi le contenu canadien. C'est-tu les Acadiens? C'est-tu les premiers peuples? C'est-tu le Québec? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Mais en plus de ça, ils ont dit, hey, si vous nous donnez là, du contenu canadien, là, vous allez avoir un break d'impôts. Ça, c'est nos ministres qui ont... Je ne sais pas, ils ont pris ça, mais en tout cas, c'est fascinant à quel point c'est absurde comme mesure. Mais donc, j'en arrive à mon point que si on ne prend pas tous nos leviers politiques, tous nos leviers culturels, communicationnels, puis souvent, ça relève du fédéral, nos moyens de distribution, on ne pourra jamais finalement avoir un mot à dire sur le contenu, puis comment on veut aussi financer à la hauteur la culture et les arts. Je vais accélérer un petit peu. Ce qui m'amène à parler finalement des partis politiques. Je vais y aller assez rapidement, puis on en jasera dans la discussion. Mais qu'en est-il des autres partis comme le PQ puis Québec solidaire? Ben, entre vous et moi, je pense qu'on ne peut pas leur faire confiance à ces partis-là parce qu'ils sont conciliants avec le capitalisme. Ils pensent qu'on peut le moraliser. Pire encore, qu'on devrait le québéciser. Puis dans le fond, ce qu'il faut, parce que les programmes de Québec solidaire puis du PQ, ce n'est pas un programme des travailleurs et des travailleuses. Loin de là. Ce qu'il faut, c'est organiser notre camp autour d'un programme justement de rupture, un programme de rupture socialiste, indépendantiste et républicain. Puis aussi, ce que le PQ et QS, ils pensent, c'est que la légalité va être de notre bord. Ils pensent que le fédéralisme canadien, là, ils vont nous laisser tenir un référendum puis que tout va être tranquille. Bien, ça, c'est une mauvaise analyse de l'histoire. Je pense qu'ils ont oublié aussi à quel point il y avait eu les sit-ins puis les rabais des avions en 1995 pour qu'ils viennent tous à Montréal. Il y avait eu des magouilles aussi. Il ne faut pas oublier ça. Puis, demandons aux Catalans. En 2018, ils ont dû s'organiser par la base pour avoir une tenue de référendum qui était déjà condamnée par l'État central fédéral. Puis qu'est-ce qu'a fait l'État espagnol? Bien, il a envoyé sa police, voler les bulletins puis taper sur le peuple. Il faut s'attendre à ça. C'est ça qui va arriver si on décide de déclencher l'indépendance. Puis il va falloir qu'on riposte et qu'on s'organise. J'arrive à ma conclusion. Donc, face à tout ça, camarades, devant ces partis politiques se disent fédéralistes ou même nationalistes et dont on ne peut rien attendre d'eux, ni en matière d'ailleurs de transition écologique, on ne peut compter que sur nos propres moyens. Dans la mesure du possible, il faudrait investir nos assos étudiants, nos syndicats, dans l'optique de bâtir un mouvement de masse qui va défendre, oui, d'un côté, les droits, mais aussi les droits de la nation, du peuple, des travailleurs et des travailleuses. Droits des minorités, droits syndicaux, comme je l'ai dit aussi, mais le droit à l'autodétermination de tous les peuples, incluant celui du Québec. On le tienne pour compte parce qu'il y a beaucoup aussi de mouvements de gauche qui, comme tu le disais aussi, qui nient la question nationale, puis ça leur passe complètement par-dessus la tête. Puis nous, comme je l'ai dit, c'est absolument pas une position. Pour réaliser l'indépendance et le socialisme, il faut le mouvement de masse, je l'ai dit. Mais ultimement, ce qui va être une condition gagnante, pour reprendre les termes du PQ, les conditions gagnantes, c'est un parti des travailleurs, travailleuses à l'initiative de la classe ouvrière. Pas une organisation de 10 personnes qui calent que c'est le Parti des travailleurs, mais que ça vienne, comme tu dis, de la base. Armé d'un programme, comme je l'ai mentionné. Donc, sur ce, puis je vais laisser ensuite le reste pour la discussion, je vous dirais que ne laissons pas les autres écrire notre histoire. Organisons-nous sur nos propres bases avec nos propres moyens.
Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher des gains. Puis la seule façon d'inscrire nos gains, nos victoires, c'est dans une République libre du Québec. Sur ce, camarades, nous vaincrons.